11e cours sur les 21 lois du leadership. Et je vous rappelle que nous étudions le leadership avec le regard divin, c'est-à-dire le caractère de Dieu concernant le leader, ce que Dieu veut réellement en tant que leader. Alors, nous avions vu un certain nombre de lois, la loi du couvercle avec David et Jonathan. Nous avions vu ce que ça représentait d'être limité dans son leadership et que nous avons tous des couvercles internes ou externes. Nous avions vu la loi de l'influence avec Josué qui au début, avec Caleb, n'ont eu aucune influence pour essayer d'amener le peuple dans Canaan, et puis ils se sont retrouvés à être contestés directement. Le peuple s'est rebellé. Par contre, 40 ans plus tard, Josué était quelqu'un qui avait pleinement de l'influence. Ensuite, on a vu que le leadership, c'est un processus avec Joseph. On a vu que Joseph s'est retrouvé dans des moments très difficiles de sa vie, mais en 13 ans de vie, c'est-à-dire entre 17 ans et 30 ans, il a énormément grandi. Il a su saisir des opportunités, jour après jour, semaine après semaine, année après année, et il a réussi dans son leadership. Le jour où il est devenu le deuxième d'Égypte, c'était quelqu'un qui était mature, imaginez-vous, à 30 ans, sans être passé dans aucune université, sans avoir fait aucune académie, quelle qu'elle soit, mais il a appris ça, et vraiment, Joseph avait un bon cœur, un bon caractère qu'il a su travailler très sérieusement en saisissant les opportunités. Chaque chose qui lui est arrivée, il n'a pas vu ça comme étant un obstacle, mais au contraire, il a vu ça comme une opportunité pour grandir. Et ça, c'est une leçon immense. Ensuite, nous avons vu la loi de la navigation, nous avons vu Néhémie, on a vu qu'un bon leader est un navigateur. C'est pas seulement quelqu'un qui dit on va, la destination c'est là-bas, mais il sait comment y aller, il sait étape après étape. Et quand Néhémie a reconstruit les murailles de Jérusalem, enfin avec des gens bien sûr, il a été le leader de ceux qui ont reconstruit les murailles de Jérusalem, il a su y faire étape après étape, d'accord, et amener le peuple. Ensuite, nous avons vu la loi de Euphuton, c'est Samuel, c'est-à-dire que le vrai leader, quand il parle, les gens écoutent. Ils ne sont pas seulement en train de faire et en train de penser à autre chose, mais ils écoutent le vrai leader. Et Samuel était un homme qui a été très écouté par le peuple d'Israël, mais c'est pas venu du jour au lendemain, je vous le rappelle. Ensuite, on a vu la loi de la solide fondation, c'est Samson. On a vu que Samson avait tout pour réussir. Il avait l'onction de Dieu, il avait un appel de Dieu, et je vous rappelle que c'est pas parce que vous avez une vision que le Seigneur vous a donnée, que Dieu vous appelle à faire telle ou telle chose, que vous allez obligatoirement réussir. Cela va dépendre de vous, comment vous allez travailler sur votre vie et sur votre caractère, et aussi comment vous allez contenir vos dons à la mesure de la croissance de votre caractère. Ensuite, on a vu la loi du respect avec Déborah. Déborah qui est cette femme au milieu d'un peuple qui était dirigé d'habitude par des hommes, et elle a su s'imposer, elle a su imposer son leadership. Et ça a été excellent, et elle a su vraiment diriger Israël, alors que, bon, on aurait pu dire ce n'est qu'une femme, et elle avait cet obstacle devant elle, mais elle a su se faire respecter. Nous avons vu cela. Ensuite, on a vu la loi de l'intuition avec Jéthro qui arrive auprès de Moïse, et il voit tout de suite que le problème de Moïse, c'est quoi? C'est un problème de leadership. Il lui donne des solutions, en tout cas, qui ont aidé Moïse un certain temps. On a vu la loi du magnétisme, on a vu que chaque leader a une dose de magnétisme, et il peut en faire quelque chose de bon, quelque chose de mauvais, que le magnétisme est quelque chose qui grandit aussi, c'est-à-dire l'attraction. Ensuite, on a vu la loi de la connexion avec Roboam. Roboam qui était le fils de Salomon, je vous le rappelle, et Roboam, lui, alors que Salomon lui avait laissé quand même un royaume qui était en train d'être dans la décadence, Roboam, il n'a pas su écouter les jeunes, le peuple, pardon, qui était là et qui souffrait, et Roboam n'a pas su se connecter avec le peuple. Il a voulu jouer les petits chefs, il a joué les petits chefs, et le peuple s'est rebellé contre lui. Il a été suivre un autre leader qui était Jéroboam, je vous le rappelle. Et c'est là où il y a eu le schisme, c'est-à-dire la séparation d'Israël, donc après le règne de Salomon. Ça aurait pu être évité, même si ça avait été prophétisé. En tout cas, ça aurait pu être retardé si Roboam avait su s'humilier devant le Seigneur, écouter le peuple, se connecter avec le peuple et donner des solutions à un peuple qui souffrait, plutôt que de jouer les dictateurs, d'être égoïste et de refuser d'écouter ce peuple. Ensuite, on a vu la loi de l'entourage proche avec David. On a vu qu'un leader seul ne peut pas réaliser une vision. Il a besoin d'un entourage proche. On a vu que c'est sûr que le cœur de David a fait de lui quelqu'un qui a su vraiment servir le Seigneur, mais c'est pas le cœur de David qui a fait de lui un grand leader. Ce qui a fait de David un grand leader, c'est son entourage. Et on a vu que son entourage proche à David, il a su le constituer bien avant d'être en position de royauté. Ça a mis du temps,
Mais peu importe, il a su le faire et il a commencé avec une personne qui était Jonathan et puis petit à petit, il a travaillé avec un certain nombre de personnes et quand il a pris la royauté, eh bien déjà, il avait pas mal de gens autour de lui qui ont pu prendre des positions intéressantes et qui lui étaient loyales, etc., etc. Donc on a vu tout cela. Alors maintenant, nous allons voir la 12e loi qui est la loi de la montée en puissance. La loi de la montée en puissance. La loi de la montée en puissance, et là on va voir aussi une loi très importante à propos du leadership, loi numéro 12. Notez le premier principe, donc la loi de la montée en puissance. Premier principe, notez que seuls les leaders qui se sentent en sécurité, bien sûr dans leur leadership, c'est sous-entendu, seuls les leaders qui se sentent en sécurité aident les autres à monter, et les rendent puissants. Et les rendent puissants. Aident les autres à monter et les rendent puissants. Alors il faut que vous compreniez quelque chose en leadership. Un bon leader, vous pouvez être un très bon leader, vous pouvez avoir beaucoup de capacités, vous pouvez avoir beaucoup d'habiletés, mais maintenant, il y a quelque chose que vous pouvez faire ou ne pas faire. Parfois parce que vous ne le pouvez pas, vous ne savez pas comment vraiment le faire, ou parfois c'est parce que vous ne voulez pas le faire. C'est en fait mettre ou ne pas mettre des barrières pour former d'autres personnes. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est à côté de vous et qui est un leader potentiel. Vous avez la capacité, si vous êtes un bon leader, et que vous avez déjà bien grandi dans votre leadership, de limiter complètement un autre leader qui a un potentiel, ou au contraire de l'aider et de l'amener même plus haut que vous. Et ça, c'est une des qualités qu'il y a parmi les grands leaders, c'est-à-dire qu'un leader peut, parce qu'il ne se sent pas sécurisé, limiter les autres. Vous savez, il y a des leaders qui sont comme ça, ils ont bien réussi, mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un potentiel pour monter dans leur organisation, ils s'arrangent pour leur mettre des bâtons dans les roues, pour les empêcher de monter. Ils ne les aident pas. Et ça, c'est un mauvais trait de caractère de leadership. Parce qu'ils ont peur quelque part. Le leader insécure, il l'empêchera toujours. Quand il verra un potentiel, il dira « Oh, il est plus doué que moi, celui-là, il risque au bout d'un moment de me mettre dans une insécurité. Ça risque d'être une menace pour mon leadership. » Vous voyez, il y a des leaders qui sont comme ça. Et à ce moment-là, ils limitent complètement. En fait, ils ne veulent pas que d'autres puissent grandir et à la limite être meilleurs qu'eux. Et souvent, il y a des leaders qui sont comme ça. Ils ont réussi à faire quelque chose, et quand ils voient un leader potentiel, ils limitent complètement en disant « Bon, toi, oui, c'est vrai, tu as certaines qualités, mais tu n'es pas prêt, tu ne pourras pas, tu ceci, etc. » En fait, ils limitent les personnes, vous voyez. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Et quand un leader fait ça, finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le leader potentiel, celui qui sent qu'il a un appel, qui veut vraiment, il y a quelque chose en lui qui crie, qui a envie d'avancer, eh bien, il se sent d'abord limité. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Souvent, il quitte l'organisation et il va chercher un autre leader qui pourra l'aider à monter. Et souvent, c'est ce qui se passe dans le leadership. Vous avez des gens comme ça qui ont réussi à un certain moment. Il y a un certain nombre de leaders potentiels qui sont là. Et le leader se sent pas sécurisé. Il commence à voir qu'il y a des gens dans cette potentialité qui est trop bon. Ils sont trop bons, ils sont là, on commence à les écouter, on commence à avoir des dons chez eux, on commence à parler d'eux, etc., etc. Donc le leader, qu'est-ce qu'il fait? Il limite, boum, il bloque, volontairement. Qu'est-ce qui se passe? Une personne qui a un bon cœur, qui pourrait devenir un grand leader, est bloquée par celui qui est supposé être son mentor, c'est-à-dire celui qui est supposé l'aider dans le leadership. Qu'est-ce que cette personne-là fait souvent? Elle partira chercher un autre mentor qui va l'aider. L'aider à quoi? À développer son potentiel. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention. C'est vrai que quand vous avez quelqu'un, entre guillemets, ce qu'on va appeler un protégé, on va utiliser ce terme, un protégé, c'est quelqu'un en fait que vous repérez dans le leadership, qui a un potentiel intéressant et que vous pourrez aider à devenir un vrai leader et ça va l'aider à quoi faire. Au bout d'un moment, il va être capable de voler de ses propres ailes et devenir un bon leader, même un grand leader. Eh bien, cette personne, se protéger, il va falloir l'aider. Il va falloir à la fois l'aider à monter, mais aussi l'aider à comprendre qu'il
il ne faut pas qu'il monte trop vite non plus, parce que sinon il risque aussi de se casser la figure. Donc vous allez l'aider dans tous les sens, c'est-à-dire vous allez investir en lui pour qu'il puisse grandir dans son futur leadership, mais aussi vous allez lui montrer qu'il y a des étapes dans le leadership, que s'il va trop vite, il risque de déraper et il risque de tomber. Et en fait, c'est très important pour qu'un leader puisse réellement aider d'autres leaders potentiels à découvrir leur potentiel, à grandir dans leur potentiel, à grandir dans la mesure, il y a un apprentissage, vous lui évitez de faire des erreurs, etc., 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 etc. Et ça ne limitera pas votre leadership. Si vous n'êtes pas capable de former d'autres leaders au bout d'un certain nombre d'années, c'est pas faisable du jour au lendemain. Vous savez, aujourd'hui, dans le leadership, on parle de beaucoup de choses. On va dire, on va faire un séminaire pour les leaders et chacun a un certificat. Au bout de 2 semaines, c'est devenu des leaders. Non, 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 non. Ne blaguons pas. On ne fait pas des leaders en 2 semaines. Ça, c'est de la blague. C'est juste un certificat et un petit apprentissage. Okay, pour vraiment former un leader, ça demande des années. On va voir que ça demande des années, des années, des années. Et d'abord, il faut soi-même avoir compris ce qu'est le leadership. Un leader ne peut pas former réellement d'autres leaders à partir du moment où il ne comprend pas ce qu'est lui-même le leadership. Donc ça, c'est une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'un leader qui se sent vraiment sécurisé dans son leadership, il va repérer des gens, il va les aider à grandir, mais dans une certaine mesure, pour qu'eux-mêmes ne se cassent pas la figure, ne fassent pas les mêmes erreurs que ce leader-là aura fait. Deuxième principe, notez qu'il n'y a pas de limite au succès quand nous ne limitons pas les autres. Il n'y a pas de limite au succès quand nous ne limitons pas les autres. Alors, vous pourrez lire Acte 9, Acte 9, Acte 11 et Acte 12 et 13. Acte 9, 11, 12 et 13. Et vous chercherez, donc Acte chapitre 9, Acte 11, Acte 12 et Acte 13, et vous chercherez dans ces passages comment Barnabas a aidé Paul. Donc Acte 9, Acte 11, Acte 12 et Acte 13. 4 chapitres où vous verrez que Barnabas a été un leader qui a mentoré Paul. Vous savez, Paul n'a pas pu commencer à prêcher, à enseigner et à devenir le leader qu'il est devenu tout seul. Il a eu quelqu'un qui l'a aidé, dont on parle rarement, c'est Barnabas. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ils se sont séparés, mais il faut dire une chose, Paul doit beaucoup à Barnabas. Barnabas a aidé Paul. Et nous allons voir d'ailleurs dans différents moments, et on va voir pourquoi il l'a aidé. Alors, notez que une chose très enthousiasmante, c'est-à-dire qui vraiment doit être dans le cœur d'un leader et qui doit vraiment lui faire de la joie, c'est de voir les autres réussir. Quelque chose qui est vraiment enthousiasmant ou qui donne beaucoup de joie à un leader, c'est de voir les autres réussir, c'est-à-dire de participer au succès d'autres leaders. De plus en plus, je vous ai dit, on va parler de ce qu'est le leadership à haut niveau. Le leadership à haut niveau, c'est pas simplement d'avoir des suiveurs et de les amener quelque part. Ça, c'est bien, c'est déjà une étape. Mais on verra que c'est le niveau le plus bas de leadership. Le niveau le plus haut de leadership, nous découvrirons que c'est d'arriver à former des leaders qui eux-mêmes vont former des leaders et les voir réussir. Ça, on découvrira cela. Mais un bon leader, il ne peut pas avoir plus de joie que d'avoir quelqu'un qui l'a formé. Cette personne grandit sous son aile, au bout d'un moment prend son envol, comme c'est l'image bien sûr de la maman oiseau, si vous préférez, qui a son petit, elle protège son petit dans le nid, elle fait attention, elle empêche les prédateurs de venir, le petit grandit de plus en plus, et au bout d'un moment, il prend lui-même son envol et devient un oiseau adulte. Il peut faire les mêmes choses que la maman oiseau au départ. Vous voyez, c'est un peu l'image ici. Et en fait, un bon leader, lui, va, au bout d'un moment, chercher d'autres personnes qu'il va encadrer. Et ces personnes vont réussir. Et il se réjouira s'il voit ces leaders-là, au bout d'un moment, voler de leurs propres ailes, ce qui ne se passera pas du jour au lendemain, et réussir. Ça doit faire la joie d'un leader. Celui qui n'a pas le cœur de Dieu, il dira, non, c'est moi et moi seul. Je suis le seul à réussir, et les autres doivent être sous mon leadership. Voyez, et souvent, il y a beaucoup de leaders qui sont comme ça. Même beaucoup de pasteurs qui sont comme ça. Même beaucoup de leaders chrétiens d'une manière qui sont comme ça.
Aider les autres à réussir doit devenir une passion pour un vrai leader. Ça ne vient pas du jour au lendemain, parce que d'abord, il faut que vous réussissiez avant de vouloir faire réussir les autres. Si vous êtes un échec, vous ne pouvez pas faire réussir les autres. Il n'y a pas de secret. Donc bien évidemment, ça va mettre des années avant que vous soyez un bon leader. Et quand vous êtes devenu un bon leader, après, vous pouvez commencer à investir chez les autres et à faire découvrir aux autres leurs dons, leur potentiel, les aider et après leur dire, voilà, maintenant, tu peux voler de tes propres ailes, vas-y, on est derrière toi, je suis derrière toi, je vais continuer à t'aider. Et la personne commence à monter. Et au bout d'un moment même, elle peut devenir plus grand que vous, d'avoir plus d'influence que ce que vous n'avez jamais eu. Et en fait, Barnabas, il va largement aider. Le nom de Barnabas, dans Acte 4, 36, il est dit c'est fils de l'encouragement. C'est ça que ça veut dire Barnabas. Fils de l'encouragement, fils d'exhortation. Et en fait, Barnabas, si on étudie bien les passages de Acte 9, Acte 11, Acte 12 et Acte 13, eh bien, vous découvrirez, à part Acte 4, 36, eh bien, qu'en fait, Barnabas a contribué au succès de Paul. On va le voir. C'est très mauvais, vraiment, qu'un leader accepte de limiter les gens. Quand un leader limite les gens et le potentiel des gens qu'il dirige, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui-même limiter son leadership. Il y a beaucoup de leaders qui ne réalisent pas ça. Ils pensent qu'en limitant les autres, en les empêchant de s'épanouir, eh bien, ça va être lui qui va tout diriger. Et il fait une erreur. C'est vrai qu'il dirige tout, mais il limite son potentiel. Et un bon leader qui a été formé par un autre bon leader, il dira toujours, celui qui a été mon mentor, celui qui a été mon père spirituel, celui qui a été mon père dans telle ou telle chose, c'est un tel. Et il n'y a rien de plus rétribuant pour un leader que d'avoir un autre leader qui réussit pleinement, qui est très écouté par tout le monde, qui a beaucoup d'influence et qui dira, mais vous savez, celui-ci, c'est celui qui m'a formé. C'est à lui que je dois tout. Et beaucoup de leaders ne comprennent pas ça. Ils ne veulent pas ce genre de choses. Ils veulent limiter. Troisième principe ici. Troisième principe. Aider les autres dans leur capacité. Aider les autres dans leur capacité et leur habilité. Aider les autres dans leur capacité et leur habilité les élèvera dans une autre hauteur ou les amènera dans une autre dimension, si vous préférez. Les mettra dans une autre dimension. Aider les autres dans leur capacité et leur habilité les élèvera dans une autre hauteur ou les amènera dans une autre dimension, si vous préférez. Et là, on va découvrir le travail de Barnabas envers Paul. On va découvrir le travail de Barnabas envers Paul. Ajouter de la valeur à quelqu'un. Investir chez quelqu'un. Investir dans un futur leader. C'est vrai que ça va demander du temps, ça va demander des ressources, ça va demander de se concentrer sur quelque chose, de mettre des priorités pour investir dans un autre leader, un futur leader, mais c'est fondamental en leadership. Quelqu'un qui ne fait pas ça, franchement, c'est quelqu'un qui ne repère pas les futurs leaders potentiels. On verra qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de la succession. C'est-à-dire que on verra que le leadership dans le temps s'évalue, non pas parce que vous avez créé une grosse organisation, mais il s'évalue avec qui vous allez laisser derrière vous quand vous serez parti. On va voir que c'est la loi de la succession. On en parlera, ça sera la dernière loi qu'on va étudier. Alors, qu'est-ce que Barnabas a fait envers Paul? C'est intéressant parce que ça nous apprend pas mal de choses. Numéro 1, il a cru en Paul alors que personne ne croyait dans sa conversion. Il a cru en Paul alors que personne ne croyait dans sa conversion. Si vous lisez les textes que je vous ai donnés, on n'a pas le temps de le faire parce que ça prendrait trop de temps, ben vous verrez qu'au début, personne ne croyait que Paul était un vrai converti. Au début, quand Paul se convertit, vous verrez dans Acte 9, les gens ne croyaient pas. Et même plus tard, les gens ne croyaient pas que Paul était sauvé. Ils pensaient qu'il faisait semblant pour aller les espionner. Et Barnabas a cru en Paul. Il savait qu'il s'était vraiment converti. Et vous savez, dans le leadership, il y a des gens parfois qui vous repèrent et qui croient en vous alors que vous êtes rien. Vous êtes monsieur personne. Et un jour, vous devenez
quelqu'un qui est un grand leader, quelqu'un qui parle et qui a beaucoup d'influence, qui fait et qui a beaucoup d'influence. Je vais vous dire une chose, les personnes qui ont cru en vous au départ, vous vous en souviendrez toujours. Vous direz oui, quand j'étais là, dans l'ombre, quand je galérais, quand j'avais des problèmes, quand je ne savais pas, mais j'avais l'appel du Seigneur sur moi. Il y a quelqu'un qui a dit, tu sais, je sais que tu as un grand appel, tu es dans des difficultés, mais tu as un grand appel, et je crois en toi, je crois dans ton potentiel, je crois qu'un jour, tu vas vraiment réaliser ce que le Seigneur t'a montré. Ces gens-là, ils se souviendront toujours de vous, toujours de vous. Les gens qui vous ont méprisé, et un jour vous êtes devenu un bon leader, un grand leader, vous vous en souvenez plus. Ces gens-là ne vous ont pas marqué. Par contre, les gens qui vous ont marqué, c'est ceux qui ont cru en vous alors que personne ne croyait en vous. Et Barnabas a cru en Paul. Il a cru qu'il était vraiment sauvé. Il a cru qu'il y avait quelque chose de spécial sur cet homme, tout au début. Numéro 2, il a soutenu le leadership de Paul près d'autres leaders. Il a soutenu le leadership de Paul auprès d'autres leaders. Et ça, c'est typique d'un bon mentor. Vous savez, d'abord, c'est difficile de croire en quelqu'un. Parfois, c'est risqué de croire en quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves. Mais on doit le faire en tant que leader. Parfois, on se trompe et on se prend, boum, on se retrouve par terre en ayant cru en quelqu'un qui après fait n'importe quoi, qu'on a recommandé en tant que personne. Mais il y a un autre niveau aussi, c'est de soutenir un leadership ou un futur leadership. Alors que pour l'instant, la personne n'a pas encore fait ses preuves en tant que leader. Pas seulement en tant que personne, mais maintenant en tant que leader. D'accord ? Et c'est vraiment quelque chose qui est important. Vous savez, parfois, quand on est dans le leadership à un certain niveau, on a une certaine influence. Et Barnabas, il a su utiliser son influence pour aller voir les apôtres à Jérusalem, pour aller présenter Paul, et il a recommandé Paul. Il l'a pris avec lui. Vous relirez ça dans ces textes-là parce qu'on n'avait jamais vraiment vu cet aspect-là. Mais Barnabas était crédible. Et c'est grâce à Barnabas que les autres apôtres ont commencé à croire que Paul était vraiment quelqu'un qui était un leader potentiel. Et parfois, c'est bon d'avoir quelqu'un qui a de l'influence et qui vous recommande, qui vous présente. Il dit, voilà, c'est un tel, voilà, c'est quelqu'un qui vraiment a de l'avenir devant lui, etc., etc. Alors que pour l'instant, vous n'avez rien fait. Vous êtes là, mais on vous présente comme tel. Et en fait, la crédibilité du leader est là et ça vous sert comme bénéfice, en quelque sorte. Alors que vous n'avez rien fait pour l'instant. Mais c'est la crédibilité du leader qui vous présente qui vous aidera à avoir des relations, à constituer des relations. Ensuite, numéro 3, il a aidé Paul à atteindre son potentiel. Barnabas, donc toujours, a aidé Paul à atteindre son potentiel. Si vous regardez Actes 11, 25 et 26, donc il a aidé Paul à atteindre son potentiel. Dans Actes 11, 25 et 26, vous allez découvrir que c'est Barnabas qui a été chercher Paul et qui l'a amené à Antioche. Et c'est là où ils ont commencé à enseigner. Barnabas enseignait et Paul a commencé à enseigner. En fait, c'est Barnabas qui l'a amené et qui l'a fait démarrer dans le ministère. Tout ça, on en parle rarement parce qu'on voit l'apôtre Paul qui a écrit la moitié du Nouveau Testament et les 2/3 en nombre de lettres, l'apôtre Paul qui a reçu les révélations, l'apôtre Paul, c'est vrai, d'accord. Mais au départ, il y a eu quelqu'un qui l'a aidé. Relisez ces textes, vous serez étonné de voir combien Barnabas a fait tout ce qu'il a pu. D'abord pour croire en lui, d'abord pour le présenter, lui donner une crédibilité envers les autres leaders de l'Église, particulièrement de Jérusalem. Et ensuite, qu'il l'a même amené tout au début dans la ville d'Antioche. Et vous vous rappelez que Antioche, c'est devenu l'épicentre du christianisme après Jérusalem. Jérusalem, tout a commencé à Jérusalem, mais Jérusalem n'a pas vraiment joué son rôle. Les Juifs, se sont convertis en partie. Après, il y a eu beaucoup d'opposition, etc., etc., etc. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? On se déplace vers Antioche. À partir de l'église d'Antioche, rappelez-vous, Paul va démarrer son ministère apostolique. D'ailleurs, Barnabas aussi. Et on va voir d'ailleurs que Barnabas au départ était le leader, le mentor. Il va mentorer Paul, Paul va monter. Et au bout d'un moment, ils vont se retrouver tous les deux apôtres, acte 13. Et après, Paul va aller au-dessus de Barnabas. Vous voyez ? Mais ça a commencé par qui ? Un homme, Barnabas, qui a repéré le potentiel d'un autre homme, Paul. Relisez les textes, vous serez très étonnés de voir cela. Et c'est vraiment intéressant au niveau du leadership, comment Barnabas
a fait monter en puissance, a fait monter dans les hauteurs Paul, l'a lancé en quelque sorte. Il l'a amené à Antioche, et à Antioche, Paul a commencé à enseigner. Et le don de Paul a commencé à grandir, Dieu lui a parlé, Dieu lui a donné des visions, etc., 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 etc. Et après, on connaît toute cette histoire. Vous voyez? Alors, c'est bien de repérer des futurs leaders, mais c'est pas le tout. Quand vous voyez un futur leader, bon, vous le repérez, et c'est important qu'un leader sache repérer les futurs leaders. Maintenant, il faut croire en lui, il faut absolument tout faire pour investir en lui, et ça prend du temps. Ça prend du temps d'investir dans une personne, parce que parfois vous investissez dans des gens, et puis quelques temps après, ça ne donne rien de bon. La personne n'est pas le leader que vous croyez qu'elle aurait pu être, et puis ça se termine, bon, en cacahuète, comme on dit si bien, c'est-à-dire que ça se termine pas très bien. Le fameux leader que vous pensiez former, eh bien, n'a pas été le leader à la hauteur de vos attentes, de vos espérances. Puis il y en a d'autres, vous les formez tranquillement, et puis d'un seul coup, ils commencent à émerger. Et ça devient d'excellents leaders, et vous avez pu mentorer quelqu'un. Mais ça demande du temps, tout ça. Quatrième principe. Quatrième principe, la vie d'un leader devrait d'être aider les autres. Aider les autres. Aider les autres à quoi faire? À réussir, bien sûr. Ça doit être la vie d'un leader. Et ça, quand on est leader, vous savez, c'est pas pour remplir son ventre, c'est pas pour remplir ses poches. Ça, c'est vraiment le mauvais leadership. Un vrai leader va chercher régulièrement à faire réussir les autres. Et il va chercher les leaders potentiels. Et il va chercher, dans ces leaders potentiels, à les aider à réussir. Il va les aider à monter. Il va investir en eux. Et normalement, un bon leader, c'est ce qu'il fait. Un bon leader, c'est pas quelqu'un qui cherche à construire son royaume, comme on le voit beaucoup. Je le vois, moi, souvent dans le ministère, c'est triste à dire, il y a des gens qui cherchent à construire leur royaume. Moi et moi seul. Comme on dit en anglais, me, I and myself. La Trinité. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont très doués pour le leadership, ils ont beaucoup d'habiletés, mais c'est uniquement eux. C'est eux. En fait, ils ne chercheront jamais à élever quelqu'un, à même avoir un ministère qui peut-être a certaines difficultés et leur donner un coup de main pour aller plus haut, à aider financièrement, à voir à droite, à gauche, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est seulement moi. Ils ont par exemple, s'ils ont des médias, c'est seulement eux. On ne voit que eux. C'est-à-dire qu'ils laissent la place à personne d'autre, etc., 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 etc. Et ça, c'est pas bon du tout. Ça, c'est pas un bon leadership. Certainement, ils réussissent bien, ils peuvent être très brillants, ils peuvent être très habiles, mais ce qu'ils cherchent à faire, c'est toujours moi. Moi, moi, moi. Et ce genre de personnes, je les ai vues dans le leadership, ça prend du temps. Au début, ils ne réalisent pas. Alors, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent. On parle d'eux, moi, c'est eux, il y a leur nom partout, etc., etc., etc. Le problème qu'ils vont avoir un jour, c'est d'abord la succession, ils n'en auront pas. Donc, quand ils vont mourir, l'œuvre qu'ils ont passé toute leur vie à faire, va se casser la figure. Ça, c'est souvent un résultat qu'on voit. Et puis, l'autre chose, c'est qu'au bout d'un moment, ils réalisent qu'ils sont isolés sur une île déserte, parce qu'ils n'ont construit que pour eux-mêmes. Ils ont réussi, ils ont fait de bonnes choses envers des suiveurs, mais ils n'ont pas du tout créé des réseaux de relations avec d'autres leaders ou même aider de futurs leaders potentiels. Et ces gens-là, je les vois, il y en a certains, franchement, ça me fait de la peine pour eux, des gens qui ont bien réussi, mais ils ont bien réussi, mais ils sont isolés. Et au bout d'un moment, ils ressentent ce sentiment de solitude. Et ils commencent à dire, maintenant j'ouvre toutes les portes, venez, on va faire des choses ensemble. Mais quand ça fait 10 ans ou 15 ans que vous vous êtes emmurés, les gens se sont habitués à frapper contre un mur. Et au bout d'un moment, ils ne frappent plus contre le mur, parce qu'ils se sont déjà fait mal à frapper contre le mur. Donc ils se sont écartés, ils se sont mis loin de vous. Et le jour où vous ouvrez les portes de votre tour, de votre forteresse, ben les gens n'ont pas envie d'y rentrer. Et ces leaders-là peinent à ramener d'autres personnes ou à prévoir d'avoir d'autres leaders. C'est triste à dire, mais ça se trouve. Donc ils ont rejeté tout le monde, ils ont dit c'est moi seul. Des fois c'est par blessure, etc., etc. Dans le leadership, vous savez, il y a des gens qui parfois commencent quelque chose et sont extrêmement blessés. Ils sont tellement blessés que finalement ils s'enferment sur eux-mêmes. Ça arrive souvent. Il y a des leaders qui sont comme ça, qui s'enferment sur eux-mêmes parce qu'ils sont blessés. Mais ils sont doués, donc
ils agissent, ils font des choses et ça marche, mais ils sont blessés, donc ils sont complètement enfermés sur eux-mêmes. Ils créent vraiment leur forteresse, mais c'est une forteresse. Et cette forteresse, même s'ils veulent ouvrir les portes après, ben les gens ont du mal à venir près d'eux. Et en fait, ça a été leur problème parce qu'ils n'ont formé personne. Ils ont été eux et eux seuls. Il n'y a que eux qu'on voit. Ils mettent que leur nom partout, etc., etc., etc. Et après, ça leur coûte cher. Vous savez, des fois dans le leadership, on sème des semences. C'est comme dans notre vie. C'est la même chose. Le leadership, c'est la même chose. Ce sont des semences. Des fois, tu sèmes une attitude envers les autres. Tu ne réalises pas ce que tu es en train de faire. Et des années plus tard, tu récoltes ce que tu as semé en tant que leader. Et croyez-moi, parfois, c'est difficile à avaler, parce qu'après, il faut changer. Et quand tu essayes d'inverser le courant, eh bien, c'est pas du jour au lendemain que les choses se font. Et des fois, tu mets 5 ans, 10 ans à récupérer des erreurs que tu as faites en leadership, parce que tu n'as pas fait attention, tu as violé certaines lois. Quatrième principe, donc on a vu, c'est le principe qu'on est en train de nommer ici, la vie d'un leader devrait être faite d'aider les autres. Alors, qu'est-ce que Barnabas a fait? Il y a plusieurs remarques qu'on peut prendre sur la vie de Barnabas. D'abord, c'est quelqu'un qui encourageait les autres. Numéro 1, encourager les autres. Pour aider les autres, pour les aider à atteindre leur potentiel, il faut être quelqu'un qui sait encourager les autres. Ça, c'est important. Ensuite, savoir amener les gens encore plus haut dans leur succès. C'est-à-dire contribuer au succès des autres. Donc, amener les gens encore plus haut dans le succès, c'est-à-dire contribuer au succès des autres, le plus haut possible. Plus celui que tu as formé réussit, tu l'as aidé à réussir, plus tu es satisfait de ce que tu es en train de faire. Ça, c'est vraiment des gens qui aident les autres à réussir. C'est pas toujours facile de trouver des gens comme ça. Ensuite, amener les gens à se relever et à réussir même quand ils font des erreurs. Amener les gens à se relever et à réussir même quand ils font des erreurs. Alors, quelqu'un a dit que la plupart des leaders approchent les gens de deux manières. La plupart des leaders approchent les gens de deux manières. D'abord, ils les testent pour voir s'ils sont valables, puis ils les amènent plus haut. Donc les leaders, la plupart du temps, approchent les gens de deux manières. D'abord, ils testent, et s'ils sont valables, s'ils estiment qu'ils sont valables, ils les amènent plus haut. La deuxième approche, ça c'est la première approche, la deuxième approche, c'est d'abord, ils les amènent plus haut, et après, ils testent les personnes. La première, c'est je teste pour voir si tu es valable, et après, je t'amène plus haut. La deuxième, c'est d'abord, je t'amène plus haut, et après, je vois ce que tu donnes. Je vois si ton caractère tient le coup. Et c'est la deuxième approche qui est la meilleure. Parce que la deuxième approche vous fait d'abord croire dans les gens. C'est important, si vous êtes leader, de croire d'abord dans vos suiveurs et de croire dans vos leaders potentiels. Les leaders qui ne croient pas dans les autres, ça ne marche pas. D'ailleurs, souvent, ce sont des gens qui sont insécures et qui ne croient pas en eux-mêmes. Et ça, c'est très mauvais. Alors, quatrième principe maintenant. Non, c'est quatrième. Non, non, ça c'était toujours dans le même. C'était toujours dans le même principe. D'accord? C'est-à-dire, on a vu quatrième principe. La vie d'un leader devrait aider les autres. Et on a vu Barnabas. Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a quelqu'un qui encourageait les autres. Deuxièmement, il savait amener les gens encore plus haut dans leur succès. Troisièmement, amener les gens à se relever et à réussir quand même quand ils font des erreurs. Et ça fait partie donc du petit 3, du grand 4. Grand 4, petit 1, petit 2, petit 3. Maintenant, c'est grand 4, toujours, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Amener les leaders qu'on a aidés à bien diriger. Petit 4, amener les leaders qu'on a aidés à bien diriger.
Donc c'est important, c'est 4 choses qu'il faut faire pour aider les autres à réussir. D'accord? Alors maintenant on va voir cinquième principe. Cinquième principe. Notez que les bons leaders créent un environnement. Les bons leaders créent un environnement où les autres peuvent être aidés et amenés dans les hauteurs. Où les autres peuvent être aidés et amenés dans les hauteurs. Alors ça, c'est très important. Parce que c'est bien de repérer certains leaders, de futurs leaders, donc être aidés et amenés dans les hauteurs. C'est très bien de dire, ah, celui-ci, c'est un leader potentiel, franchement. Mais c'est une autre chose de créer un environnement où ce leader potentiel pourra être aidé et pourra être amené plus haut. Ça, c'est autre chose. Et ça, c'est les bons leaders qui savent faire ça. C'est pas facile à faire. D'accord? Parce que parfois, on est là, on repère des gens, et on leur donne pas les moyens de pouvoir s'épanouir, de pouvoir être vraiment aidés dans leur leadership et de pouvoir grandir dans leur leadership et aller très haut. Et ça, parfois, certains leaders le font. Je vous dis, ils repèrent des bonnes personnes, mais ils ne créent pas l'environnement dans lequel un leader pourra s'épanouir, un futur leader pourra s'épanouir. Alors, il y a 4 choses à faire, 4 raisons pour créer cet environnement favorable. 4 choses à faire, donc, pour créer cet environnement favorable. Donc, créer cet environnement pour que le futur leader puisse être aidé et grandir, être dans les hauteurs. Donc, 4 choses qu'il faut faire et avoir. D'abord, une vision claire, avec des défis. Une vision claire avec des défis. Ça, c'est important. Donc, c'est 4 choses pour créer l'environnement, l'atmosphère dans laquelle un leader pourra vraiment s'épanouir, un futur leader. D'accord? Vous êtes leader, vous devez créer la structure pour que ceux que vous avez repérés puissent être aidés et monter. Voilà. La première chose, c'est une vision claire avec des défis. Ça, c'est important parce que les gens ont besoin, les futurs leaders ont besoin de savoir ce que c'est qu'une vision. Et d'abord, ils vont adopter votre vision et ensuite, ils vont entrer dans leur vision. Vous voyez? Mais d'abord, il faut qu'ils comprennent ce que c'est qu'une vision. Ensuite, une atmosphère de travail d'équipe. Une atmosphère de travail d'équipe. Et ça, c'est important. Le futur leader que vous encadrez, eh bien, c'est quelqu'un à qui il faut montrer comment travailler. Il faut petit à petit lui laisser du lest, c'est-à-dire lui déléguer un certain nombre de responsabilités. Et il est là, mais il sait que sa responsabilité est déléguée, il prend ses responsabilités, il en prend de plus en plus, puis au bout d'un moment, il pourra voler de ses propres ailes, vous voyez. Ensuite, des rôles clairement définis pour chacun. Des rôles clairement définis pour chacun. C'est très important quand vous avez un leader potentiel qu'il connaisse son rôle et qu'il sache où commence sa responsabilité pour l'instant, tant qu'il est leader potentiel, tant qu'il grandit dans son leadership, tant qu'il est mentoré par vous, tant qu'il est sous votre aile en quelque sorte. Il faut qu'il sache où ça commence et où ça s'arrête. C'est là où il va grandir. Il a besoin de règles, il a besoin que vous lui mettiez un certain nombre de lois où il sache que là ça commence, il peut faire ça, ça et ça et ça, mais là, c'est plus sa responsabilité. Il est sous votre responsabilité. Vous voyez ? Numéro 4, c'est une atmosphère de confiance. Une atmosphère de confiance. Et ça, c'est très important parce que quand vous commencez à déléguer des responsabilités, à voir ce futur leader qui commence à grandir, il faut qu'il y ait une relation de confiance entre vous et lui. Si ce n'est pas le cas, la personne ne pourra jamais s'épanouir. Si elle est là, d'abord qu'elle fait des choses si vous êtes présent et qu'elle fait des choses très différentes quand vous êtes absent,
Déjà, il y a un problème il y a un problème de confiance. Ça veut dire que cette personne, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Et que cette personne n'a rien compris dans le leadership. Pourtant, vous essayez de la mentorer, mais elle comprend rien. Elle comprend rien. Et elle doit aussi avoir confiance que vous êtes là, non pas pour l'écraser, mais vous êtes là pour lui donner des responsabilités déléguées et qu'elle va grandir dans ses responsabilités et que petit à petit elle s'épanouira. Et au temps opportun, que vous jugerez opportun, vous la laisserez seule avoir ses propres responsabilités, travailler dans sa propre vision. 13e loi, nous allons voir la loi de la reproduction. On ne parle pas de bébé ici. Hein. La loi de la reproduction. Quoique, dans un certain domaine, leadership, oui. Reproduction. La loi de la reproduction. Alors d'abord, un premier principe sur la loi de la reproduction, c'est que ça demande d'être un leader pour faire, pour former, pour produire un leader. Ça demande d'être leader pour produire un leader, pour faire un leader. Alors il y a eu un sondage qui a été fait il y a bien des années pour savoir pourquoi est-ce que quelqu'un s'intéresse au leadership. Donc on a interrogé un certain nombre de gens et leur a dit qu'est-ce qui a fait, donc un certain nombre de leaders bien sûr, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé au leadership. Et 85% des gens ont dit je me suis intéressé au leadership parce que j'ai vu un modèle, parce que j'étais influencé par un bon leader. Il y a quelqu'un qui m'a inspiré, qui m'a dit je l'ai vu, j'ai dit vraiment c'est quelqu'un qui est un leader, tiens. C'est quoi un leader? Pourquoi est-ce qu'il dirige comme ça, etc., etc. Donc pas influence, parce qu'il a vu quelqu'un. Il a été interpellé par ça. Ensuite, il y en a seulement 5% qui se sont intéressés au leadership parce qu'ils sont passés par une crise personnelle. Ils étaient là, ils sentaient que, bon, il y avait des choses, mais ils ne comprenaient pas bien. Donc, ils sont passés par une crise et 5% sont intéressés au leadership parce qu'ils sont passés par une crise. Et 10% parce qu'ils étaient doués pour le leadership. Voilà. 10% des personnes s'intéressent au leadership parce que c'est un peu inné et d'un seul coup ils se sentent quelque part leader. Hein, vous avez jamais remarqué, des fois il y a des gens comme ça avec qui on a pu côtoyer. D'un seul coup on sent que, bon, on avait l'impression, on disait d'eux que c'était des leaders nés. D'accord? Ça c'est des gens doués d'un seul coup et on a l'impression qu'ils rentrent comme une main rentre dans un gant et hop, ils sont leaders et tout le monde les écoute. D'un seul coup, ils ont des idées, ils commencent à etc., etc., etc. Vous voyez? Mais la plupart des gens, c'est par influence. Donc ça veut dire que quelque part, principalement, les gens qui vont devenir leaders et qui vont s'intéresser d'abord au leadership et qui vont devenir des leaders, le sont parce qu'il y a quelqu'un qui a été un modèle pour eux. Quelqu'un qui a été un père ou une mère pour eux au niveau du leadership. Donc ça, c'est une remarque qui est d'abord importante. Parce qu'il n'y a pas de secret, ce n'est pas un suiveur qui va former un leader, mais c'est un leader qui va former un leader. Parce que quelqu'un qui est dans le leadership, il est capable d'expliquer des choses qu'un suiveur ne peut pas expliquer. Par exemple, si il y a un pasteur qui vous forme et que vous devenez pasteur, ce pasteur-là, il va vous expliquer des choses qu'un chrétien normal qui vient à l'église, qui peut être un très bon chrétien, ne pourra pas vous expliquer. Ici, vous avez des cours, par exemple, qu'on vous donne, c'est des choses qu'on peut vous donner parce que vous avez la plupart du temps des pasteurs qui vous enseignent d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Donc, on peut parler de choses qu'on connaît, parce qu'on est leader quelque part. D'accord? Donc, c'est très important parce que le leadership, là, va fonctionner justement par reproduction, très souvent. Très souvent. Donc, évidemment, la qualité des leaders, ça va amener, si un leader est bon, il va former de bons leaders en général. Si un leader est médiocre, il va former des leaders qui sont médiocres. Donc en général, la qualité d'une société, vous la verrez à cela. Eh bien, tout simplement, quand vous avez un leadership qui est mauvais, souvent, ce sont des gens qui ont eu de mauvais modèles, qui les ont formés. Quand vous avez un bon leadership, souvent, c'est parce qu'il y a eu d'abord de bons leaders qui étaient avant eux et qui ont formé ces leaders, et eux-mêmes ont pris la suite et ont été reproduits en quelque sorte. Les bons leaders ont été reproduits par une succession qui est venu après eux. Numéro 2, on va voir Moïse et Josué et la loi de la reproduction. Moïse et Josué et la loi de la reproduction.
Moïse et Josué et la loi de la reproduction. Alors le principe de la loi de la reproduction est simple. C'est les gens enseignent ce qu'ils connaissent. Le principe de la loi de la reproduction, c'est quoi? C'est les gens enseignent ce qu'ils connaissent, mais ils reproduisent ce qu'ils sont. Les gens enseignent ce qu'ils connaissent, mais reproduisent ce qu'ils sont. Ça veut dire que si tu enseignes, tu vas transmettre une connaissance. Mais tu ne reproduiras pas ce que tu es. Tu reproduis seulement ce que tu es en leadership, c'est-à-dire les gens sont ceux que tu formes, tu les formes à ton image. Tu peux enseigner beaucoup de choses, ce sera une connaissance que les gens vont acquérir, mais par contre, ce que tu vas vraiment produire comme personne autour de toi, en tant que leader, c'est le reflet de ce que tu es. Donc, si tu es un très bon leader, tu produiras de très bons leaders. Si tu es un très mauvais leader, tu reproduiras de mauvais leaders. Hein, ça se voit souvent, par exemple, avec des parents. Il y a des pères qui ont été et qui sont très mauvais et qui incultent des choses horribles à leurs enfants. Par exemple, avec l'homosexualité, c'est horrible. Imaginez-vous, un enfant qui grandit dans un couple dit homosexuel. Ça devient très populaire maintenant dans pas mal de pays. Imaginez-vous ce qu'il va devenir, ce pauvre gosse. Il va être influencé par tout un tas de trucs comme ça. Il va plus avoir de repères. C'est la même chose quand vous avez un père, par exemple, qui a frappé la maman, qui était un soulard, qui montre un mauvais exemple. L'enfant, souvent, il dira « Jamais je serai comme mon père ah. ». À 25 ans, il est devenu comme le père, même pire. Pourquoi? Parce que le père va reproduire quelque chose chez son enfant. C'est courant, ça. Bien sûr, nous avons le Seigneur et nous savons que le Seigneur, avec le Seigneur, les choses sont brisées. Mais très souvent, vous voyez très bien dans le naturel ce genre de choses. Comment les gens, les leaders reproduisent leur image. Alors, un exemple excellent que l'on a dans la Bible, c'est Moïse et Josué. Moïse et Josué, on voit, bon, il y a différents passages dans Exode 17, Deutéronome 31, entre autres, et dans les Nombres aussi. On voit vraiment Moïse en tant que grand leader qui va former Josué. Et heureusement pour Josué, parce que Josué, il va prendre la succession de Moïse. Et croyez-moi, si Josué n'avait pas été formé par Moïse, je ne sais pas comment, on ne sait pas comment il aurait tourné dans le pays de Canaan. Parce qu'avoir un peuple comme ça, c'est pas évident. En plus, ils sortaient de 40 ans de désert, ça avait été une catastrophe. Et là, ils allaient rentrer dans le pays de Canaan. Et en fait, Josué a été mentoré par Moïse. Et il est clair que les gens ont besoin de leaders. Ils ont besoin de bons leaders. Quand les gens ont un bon leader, ça se passe bien. Le peuple s'épanouit. Quand les gens ont un mauvais leader, le peuple ne s'épanouit pas. Quand les gens ont un bon leader, il va former d'autres bons leaders et il va y avoir une multiplication et un épanouissement encore plus important. Quand on a un mauvais leader, il va produire de mauvais leaders et le peuple va aller de décadence en décadence. Regardez l'histoire de l'humanité, regardez l'histoire des peuples. Vous allez découvrir des choses absolument épouvantables ou excellentes, tout dépendra du leader qui aura été là. Des gens qui ont souffert. Des fois, il y a des gens qui sortent d'un mauvais leadership, qui ont un bon leadership, et d'un seul coup, toute une nation commence à s'épanouir. Et puis des fois, c'est le contraire. Vous avez un bon leadership pendant X années, X siècles, et d'un seul coup, boum, le contraire se produit, et une nation entière tombe. Un peuple est complètement décadent. Il ne sait plus où il en est, etc., etc., etc. Vous voyez? Alors, on va voir 3 niveaux pour se reproduire en quelqu'un. 3 niveaux pour se reproduire en quelqu'un. Et évidemment, ce sont 3 niveaux. 3 niveaux, ça veut dire que on se reproduira à de meilleurs en formant des gens qui sont bien meilleurs quand on arrive au 3e niveau. Le premier niveau, c'est impressionner. On reproduit quelqu'un en l'impressionnant donc par une bonne image. Par une bonne image. Donc on impressionne par une bonne image.
Par exemple, c'est tout à fait typique des médias. Les médias qui vous projettent une image, l'image d'un acteur, l'image d'un footballeur. Et les gens commencent à s'identifier avec l'image qui est projetée. Alors, c'est sûr que projeter une image pour un leader, c'est bien, et les gens qu'il va former peuvent voir une certaine image. Vous savez, parfois il y a des choses comme ça qui se passent. Sur la scène, entre guillemets, quand les gens sont en public, évidemment, il ne peut pas y avoir de gaffe. Mais on ne sait pas ce qui se passe en coulisses. Et ce qui se passe en coulisses, justement, c'est le vrai reflet du cœur d'un leader. Publiquement, on peut toujours projeter une image. Et vous pouvez avoir des gens que vous encadrez qui voient votre image. Mais ces gens-là aussi, ils doivent savoir quel est votre cœur. Donc, projeter une image, franchement, bon, c'est bien, mais ça montre seulement, je dirais, ça montre une façade. Et cette façade, c'est un niveau qui est très faible dans la reproduction. Vous savez, il y a des gens qui aimaient beaucoup Michael Jackson et l'image de Michael Jackson qui était projetée. Donc ils se mettaient à danser comme Michael Jackson, ils font des bannières, ils font tout un tas de trucs, des autocollants, tout un tas de trucs. Et en fait, ça, c'est une image que Michael Jackson projetait au travers de quoi? Des médias, des concerts, etc., etc. Vous voyez? Mais c'était une image très faible de reproduction. Parce qu'en fait, c'est un niveau qui est faible. Mais les gens s'identifient, les gens ont besoin de s'identifier à des gens qui projettent une image. Numéro 2, une influence. Une influence. Et là, évidemment, c'est le début du vrai mentoring. Le vrai mentoring, ça commence par l'influence. Ça commence par influencer quelqu'un. C'est pas seulement une image que vous projetez et les gens disent je suis comme lui, je suis comme lui. C'est pas ça. Là, c'est vraiment vous influencer une personne. Vous commencez à l'influencer de la bonne manière, malheureusement parfois de la mauvaise manière. Mais ici, ça commence. Il y a une relation, il y a une connexion qui se crée entre le leader et ceux qui sont de futurs, donc des leaders potentiels, et qui sont donc de futurs leaders. Mais ça, c'est de l'influence, mais c'est bon, mais c'est encore limité. Le troisième niveau pour le mentoring, le vrai mentoring, c'est l'investissement. L'investissement pour se reproduire. C'est le troisième niveau. Et là, il va y avoir vraiment un impact important. Troisième niveau, l'investissement. Et là, ça implique qu'il y ait une relation forte, qu'il y ait une proximité régulière. Le leader prépare d'autres leaders. C'est pas seulement au travers de livres, c'est pas seulement au travers d'une image, c'est pas au travers d'influence, quelques séminaires, quelques trucs, mais il y a vraiment le leader est là et il prépare son futur leader, ses futurs leaders. Il passe du temps avec lui, avec eux. Il y a un dévouement mutuel, vous savez, un engagement mutuel qui est très important. Et quand on voit Moïse et Josué, c'est exactement ce qu'on peut remarquer, c'est-à-dire que Moïse était là, il s'occupait de Josué, il l'a préparé, et quand Josué a pris la succession, eh bien, il était formé. Et il devait sa formation à qui? Eh bien, à Moïse. Voilà, tout simplement. Numéro 3, reproduire des leaders est un engagement à vie. Reproduire des leaders est un engagement à vie. Ça, c'est quelque chose qui doit être bien aussi compris. La reproduction d'un leader ne se fait pas en 2 jours. Je vous dis, je ne crois pas trop dans les séminaires sur le leadership. C'est bien pour apprendre certains principes, mais ce n'est pas ça qui fera de vous un leader. Alors, il y a beaucoup d'écoles de leaders maintenant, il y a de plus en plus. Bon, c'est bien, je ne suis pas contre, je trouve ça très bien. On en parle de plus en plus, c'est bon, mais ce n'est pas ça qui fait de vous un vrai leader. Parce que faire de vous un vrai leader, ça voudra dire que vous avez eu un mentor, et ce mentor aura passé du temps avec vous, et ça sera de longue haleine. On ne crée pas des leaders. Moi, quand je vois des gens qui disent, voilà, on a démarré X églises, on a X pasteurs en 6 mois, en 6 mois. Vous formez des pasteurs en 6 mois, vous. Former des pasteurs, ça demande des années et des années et des années et des années. Des vrais pasteurs, en tout cas. On peut toujours mettre un titre quelque part. Vous voyez?
Quand on a des chiffres sur des organisations, nous avons fait un séminaire sur leadership, nous avions 500 leaders qui étaient présents. Ok, c'est très bien. Ils ont juste eu une formation. Mais vous n'avez pas formé 500 leaders. Former des gens demande du temps. Ça demande un investissement. Josué et Moïse, ils sont restés 40 ans ensemble. Vous savez, ça a dû être dur pour Josué. 40 ans. Ah, qui accepterait de passer 40 ans de sa vie pour être mentoré par un leader? Chaque jour, il devait se dire, quand est-ce que ce sera moi? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont impatients comme ça. Josué a attendu 40 ans. Par contre, quand il a mis le pied, ou je dirais les deux pieds dans les chaussures de Moïse, pour la suite, ça a été comme ça. Parce que quand on voit le ministère de Josué, c'est extraordinaire. C'était vraiment une reproduction, une succession qui s'est très bien passée, une reproduction totale. En fait, c'était une continuité de ce que Moïse avait fait. Alors, il y a donc ce processus de mentoring. Voilà le processus de mentoring qu'on peut retrouver entre Moïse et Josué. Numéro 1, Moïse a été fidèle envers Josué. Moïse a été fidèle envers Josué. Et ça, c'est important, parce que il faut que le mentor comprenne qu'il doit prendre sous sa coupe son petit protégé, et il doit s'engager très sérieusement. Donc il y a un aspect de fidélité. Vous voyez? Donc le mentor est là, mais régulièrement, il prend en charge, il a pris la résolution de former son protégé. Donc il est là, il lui montre comment faire d'une façon pratique, il lui donne des responsabilités, il le prépare dans toute chose quand il voit que son protégé est pas toujours bien, il fait pas toujours les choses bien, il l'encourage, il essaye vraiment de le faire avancer, il y a une reconnaissance publique, tout ça, etc. Vous savez, il y a parfois des gens, à propos de la reconnaissance publique, ils veulent que du jour au lendemain on leur dise dis que je suis pasteur assistant devant tout le monde. Ah, il faut que tu le dises au bout de 3 mois. Non. Les gens sont en formation. Vous voyez, parfois c'est comme ça. Il y a des gens parfois que vous formez, et puis ils veulent tout de suite une reconnaissance publique. Non, doucement. Il y a un temps, ça prend du temps. Et les gens souvent sont très impatients. Les futurs leaders sont souvent très impatients. Ils veulent tout de suite voler de leurs propres ailes. Vous savez, comme les petits poussins là, qui agitent leurs ailes et qui ne remuent que quoi? Que du vent. Ils n'arrivent pas à voler parce qu'ils n'ont pas encore la capacité de voler par eux-mêmes. Ok? Numéro 2, Josué était fidèle envers Moïse. Josué était fidèle envers Moïse. Et ça, c'est important. La fidélité et la loyauté, c'est quelque chose qui est super important. Et ça, vous le verrez dans le temps. Il y a des gens qui vous disent, je veux être formé, mais ils ne sont pas prêts à être formés. Ce qui les intéresse, c'est que tout de suite, là, en quelques mois, vous leur donniez à peu près tout ce que vous pouvez leur donner, et hop, vous leur disiez, voilà, maintenant tu es prêt, etc., etc. En fait, il y a un engagement mutuel. Le mentor par rapport à celui qui va former, son petit protégé, et le protégé qui va comprendre qu'il doit d'abord grandir et rester fidèle, faire ce qu'on lui dit de faire, pas plus, pas moins, etc. Et il grandit, il grandit, il grandit, il grandit. D'accord? Et puis évidemment, les deux ont été fidèles à Dieu. Les deux ont été fidèles à Dieu. Et ça, bien sûr, c'est important. Parce que si l'un ou l'autre n'est pas fidèle à Dieu, c'est-à-dire à ce que le Seigneur lui demande, au moment où il le demande, eh bien, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, voilà pour ce cours.